Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour notre bonne vieille habitude, l'analyse du dernier tournoi des Arpenteurs de Palaiso. Sans plus attendre, le metagame. Il y avait 104 joueurs, dont 14 agro contrôle, 4 Karlov, 3 Yuriko, mais aussi un Adelise, un Aili, un Baral, un Gennara, un Meren, un Team Nacrome et un Akiri Silas. Il y avait 26 contrôles, avec notamment 3 Aminatou, 3 Nivmizet Parrain, 4 Queen Marchesa, 2 Atraxa, 2 Grand Arbitre Augustin IV, 2 Kess, 2 Merzil Pretender, 2 Narzet, un Baral Control, un Lazav, un Muldrota, un Nin, un Chrome Trazios et un Will Rowan. Il y avait 15 combos à base de créatures, un Animar, mais surtout 4 Jitrog, 4 Vanifar, 4 Trazostimna, un Inala et un Yisan. Et il y avait 8 rampes, un Atarka Wardrender, 2 Daretti, un Maelstrom Wanderer, une Nissa, 2 Titanières et un Proche. Il y avait au final beaucoup moins de combos à base de sorts qu'en janvier, vu qu'il y avait 3 Baral combo, 3 Teferi et un Yidris, que je range dans le combo sans trop connaître sa liste malheureusement. Il y avait par contre énormément d'aggro, comme d'habitude en fait le metagame des apps est souvent assez aggro. Donc 32 aggro avec un Gairus, 2 Isamaru, 4 Judith, la nouvelle légende rouge-noire, qui a le mérite à la fois d'avoir plein de petits tricks pour blaster la table, tuer les elfes, mettre de la pression sur toutes les créatures adverses, mais aussi qui avec son boost et les effets de mort en fait peut être extrêmement explosif, et tout ça avec des couleurs qui sont au final très agressives. Il y avait 6 Karizev, un Krenko, une Miri, une Najila, 5 Rada, et c'était l'une des secret tech en fait de ce tournoi, avec une petite team de joueurs qui ont buildé ensemble et qui se sont rendus compte que en fait avec Rada, on peut attaquer et avoir 2 mana rouges gratuits pour jouer les blasts, ce qui veut dire qu'on peut jouer vraiment un burn à la Karizev, mais avec au final encore plus de punch. Et c'est un jeu qui est au final très rouge burn, mais avec accès quand même à quelques cartes de qualité en vert. Donc typiquement un Tarmogoyf, un Bloodbraid Elf, ou ce genre de cartes là qui peuvent vraiment mettre une pression assez intéressante. Et c'était leur secret tech où ils pensaient vraiment qu'avec cette approche de Rada, ils pourraient avoir un impact assez ouf. Et en effet, ils ont testé leur match-up et c'était pas mal. Il y avait 4 Saskia comme d'habitude, un Sram, un Surak, 2 Tajik, un Timaret et un Varols. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, mine de rien, récemment, en fait, avec Ravnica, les agros sont assez diversifiés. C'est-à-dire qu'on a toujours la masse de rouge avec Karizev, mais on a Rada d'un côté en rouge-vert, on a Judith d'un côté en rouge-noir, on a Tajik en blanc-rouge, donc on commence à avoir un stand de choix qui sont vraiment pertinents. Tout ça, c'est avec les variantes de rouge, mais il y a toujours Isamaru qui reste un choix solide à base de 8 bears et de pas mal de pression. Donc c'est assez intéressant, et ça c'est cool parce qu'avec autant d'aggro, on pourrait se dire mince, on va commencer à se marcher dessus. Et encore une fois, ça c'est un truc très beau de ce metagame, c'est-à-dire que le deck le plus joué, c'était Karizev en 6 exemplaires. 104 joueurs, le deck le plus joué est à 6 exemplaires, donc on est encore sur un metagame extrêmement sain et varié. Et je dis ça parce qu'il y a pas mal d'aggro, qui est quand même le match-up avec lequel il y a le plus d'interactions possibles. À partir du moment où on passe par des créatures, les interactions sont vraiment très faciles. Il y a beaucoup de contrôles, mais des contrôles assez lourds. On n'est pas sur, à la MTG Arena, un espèce de Turbo Fog ou un Turbo Tour additionnel, etc. On est vraiment plus sur du contrôle qui va poser ses Planeswalkers, ses anti-bêtes, sa présence sur la table et qui va lui aussi laisser la jouer à la régulière. Et il y a assez peu de jeux combo qui, autant en un faible pourcentage, apportent quelque chose d'intéressant à un metagame, autant quand ils commencent à être trop nombreux, peuvent se retrouver à mettre une pression pas très saine sur un metagame. Donc ça c'est cool que combo reste toujours présent mais peu joué. Avec tout ça, ce qui est assez intéressant, on peut se demander qu'est-ce qui va parfait dans ce metagame là. Et typiquement, forcément dans les hautes tables je m'attends à avoir de l'aggro, vu qu'il y en a beaucoup, du contrôle pour la même raison. Pourquoi pas un peu d'aggro contrôle et de combo, notamment créature vu qu'il y en avait plus. Mais voilà, pour des raisons de popularité, parce qu'il y en a beaucoup dans la pièce. Et là-dedans, forcément, on s'attend à avoir les decks les plus solides, d'une part, et les pilotes les plus expérimentés. Un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a assez peu de high tide, de jeux combo à base de sorts, ce qui veut dire que c'est une impasse possible. On peut se dire, ben, je vais jouer un deck qui est bon face à ce metagame-là, et qui est nul face à high tide. Donc typiquement, ça pourrait être le cas d'un contrôle assez anti-aggro. Voilà, qu'on aurait métagamé pour combattre les autres contrôles et les jeux aggro,
et qui aurait fait l'impasse sur le match-up High Tide. En fait, c'est assez intéressant, c'est que si on regarde le metagame, il y a quasiment tout là-dedans qui tue avec des créatures. C'est-à-dire que même les combos à base de créatures, les Traostina, passent justement par des créatures et sont donc, c'est facile d'interagir avec eux. Donc un deck anti-aggro, dans ces conditions-là, c'est assez intéressant. Et de manière générale, c'est pas inintéressant ici de jouer High Tide, parce qu'il y a assez peu de Yuriko ou de jeux à la Akiri Silas, de jeux aggro avec beaucoup de disruptions qui touchent un Teferi par exemple, ou un High Tide. Donc même s'ils sont en faible nombre, c'est pas intéressant de le jouer et ils ont moyen de parfait. La première info qu'on chope sur les hautes tables, c'est la ronde 6, où on voit en table 1, Teferi contre Vannifar, table 2, Karizev contre Vannifar, table 3, Najeela contre Varolz, table 4, Surak contre Titania, table 5, Karizev contre Grand Arbitre, table 6, Isamaru contre Saskia, table 7, Karlov contre Gitrog et table 8, Teferi contre Yuriko. Il y a un Varolz et c'est Nemo que vous avez déjà vu commenter lors d'un précédent Zap Palaiso et qui joue en fait un peu son pet deck ici, en général du coup qui a la possibilité de faire des sorties un petit peu mid-range, un petit peu aggro contrôle et de surprendre en fait. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments de la journée, il va dire tiens bah je joue une Death Shadow, elle arrive, elle meurt parce que j'ai trop de points de vie. Et je paye 1, j'active la capacité de mon général et une de mes créatures va prendre plus 13, et tout à coup j'ai la possibilité de one shot en fait. Donc c'est un général qui est assez sympa parce qu'il a accès au vert et aux sorties explosives qu'il peut y avoir avec. Il a la combinaison vert-noir qui est capable de gérer à peu près tout dans un format. Il a la possibilité de faire des sorties explosives, de faire pas mal de choses différentes et ça en fait un jeu assez intéressant. Et c'est vrai que moi j'adore ce genre de jeu là, qui sont souvent assez agréables à regarder. J'étais notamment fan de Skullbriar par exemple, qu'on voyait régulièrement en 30 points de vie. Un dernier truc intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de Sai à ce tournoi. Pas de Sai alors qu'il y en avait plein et qu'ils ont fait haute table au tournoi précédent. Donc l'interprétation étant tout simplement que les Sai sont rentrés à Moondustland et que toute l'équipe qui s'était ramenée avec Sai avant est rentrée chez eux et que personne n'a récupéré la tech à Paris. Donc c'est dommage parce que le jeu avait un réel potentiel pour... en fait, il a cette capacité à être bon comme relativement bon contre l'essentiel du metagame et assez intéressant contre les jeux combo qu'on retrouve assez souvent en top 8. Et c'est pour ça que les joueurs avaient choisi de le jouer et qu'ils en ont mis 2 dans le top 8 le mois dernier, ce qui n'est pas rien. Ensuite, on arrive sur le top 8 justement et on a des quarts de finale avec Vannifar contre Karizev, Karizev contre Najeela, Vannifar contre Teferi et Yuriko contre Titania. Sur les deux Vannifar, le mien est joué très good stuff, il y a quasiment uniquement des bonnes cartes et quelques concessions pour des sorts de protection, tandis que l'autre Vannifar est un peu plus all-in. Vannifar contre Karizev, Vannifar est assez positif parce qu'on a accès au vert, on a la possibilité de ramper dans des Tusk et des trucs infâmes et d'aller super vite grâce à tous les accélérateurs. Et c'est ça qui va se passer en l'occurrence. Karizev contre Najeela, le truc c'est que Najeela en fait peut se permettre de jouer un peu plus lourd. Du coup, souvent ce qui se passe dans ce genre de situation là, c'est que l'aggro un petit peu plus lourd l'emporte. Et c'est ce qui s'est passé. Vannifar contre Teferi. Le Teferi a failli gagner cette ronde là. Et il la perd malheureusement sur une erreur due à la fatigue. Mais vraiment c'était tendu. Donc Vannifar passe. Et ensuite c'est Yuriko contre Titania. Et là pour moi c'est en faveur de Yuriko. Et je peux me tromper parce que c'est un match-up que je connais assez mal. Mais en fait pour moi Yuriko a les bonnes couleurs et la bonne stratégie pour réussir à temporiser en fait Titania, s'assurer qu'elle n'arrive pas, qu'elle déroule pas son plan de jeu, pendant que lui il continue à constamment hop, grappiller des points de vie, piocher des cartes, mettre des pains sur les cartes qu'il pioche, etc. et finir par l'emporter. Et en l'occurrence c'est Yuriko qui va passer. On se retrouve donc avec en top 4 Vannifar contre Najeela. Et Vannifar contre Najeela, le souci en fait c'est que Najeela, en tout cas cette version là, joue très peu de disruption. Ce qui veut dire que Vannifar va vite, pose son général, il n'est pas géré et il a gagné. Et c'est exactement ça qui va se passer. Vannifar contre Yuriko, par contre, c'est pas du tout la même. Yuriko joue énormément d'anti-bet, de boons et de contre. Donc normalement, moi j'aurais dit, là, c'est en faveur de Yuriko. Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que les gens qui avaient testé contre Vannifar à la base, s'étaient dit en fait que Yuriko était le choix métagamé pour ce tournoi, pour défoncer Vannifar. Et en fait, au terme de 3 parties vraiment intenses et beaucoup de choses qui se sont passées, c'est Vannifar qui va finir par l'emporter sur Yuriko, malgré le désavantage au match-up. Et on se retrouve donc avec une finale Vannifar contre Vannifar.
Et en l'occurrence, c'est moi qui vais gagner cette ronde-là. Et ça va se jouer à l'explosivité. J'ai une liste qui joue encore plus d'accélérateur. J'ai vraiment joué la carte de l'explosivité. Et c'est ça en fait un peu qui va faire la différence. Il va y avoir vraiment un gros affrontement intense où on va beaucoup s'entrebloquer avec notamment Morgosor qui est la carte du match-up tellement elle a fait de taf des deux côtés. On s'est vraiment empêché l'un et l'autre de faire des trucs dans tous les sens à cause de ces deux Morgosor. Au final c'est à force de good stuff et à force de développer les plans de jeu et que j'ai plus de cartes actives impactantes que je vais finir par remporter la seconde, alors que la première je vais l'avoir gagnée à l'explosivité. Voilà, donc c'est tout pour ce tournoi. Si on doit parler éventuellement de la composition du top 8, encore une fois, c'est le grand absent est contrôle, et on en revient au même débat qu'on a eu juste avant, alors que aggro et combo sont vraiment très présents. Il y a eu un aggro contrôle et un ramp. C'était bien joué du ramp d'avoir réussi à monter jusque là, parce que c'était pas forcément évident, et je pense qu'en effet, l'explication à ça est vraiment le metagame. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, et on pourra en parler dans les commentaires. Et maintenant, merci à tous, et à bientôt.